Je vais vous présenter le mouvement ATD Quart Monde. Donc, je suis présidente du mouvement France, ça veut dire qu'il y a un président au niveau international. Et moi, je suis une alliée dans ce mouvement depuis plus de 22 ans et je vous expliquerai un peu ce que ça veut dire alliée. Dans d'autres associations, on parle de bénévoles et je vous expliquerai pourquoi on dit allié, parce que moi, je suis alliée à une cause qui est la lutte contre la pauvreté. Donc, on est un mouvement de lutte contre la pauvreté, présent dans une cinquantaine de pays dans le monde. En France, on a une centaine de groupes locaux. Notre but, lutter contre la misère. Beaucoup par toute la question de l'accès aux droits. C'est un mouvement qui a été créé en 1957 par Joseph Brzezinski dans un bidonville de Noisy-le-Grand. Nos actions partent sur plusieurs directions. D'abord, beaucoup de choses dans le domaine de la culture. On a, dans le domaine de la culture, par exemple, des bibliothèques de rue. Quelque chose de tout simple, c'est d'aller avec des livres dans des endroits, dans des cités, dans des quartiers où les gens n'ont pas forcément accès à la lecture, n'ont pas forcément de livres chez eux. Je suis très frappée, moi, quand je vois mes petits-neveux et nièces avec des livres dès l'âge de 1 an, on leur offre ça, et des quartiers où il n'y a pas du tout cet accès aux livres, et le plaisir de la lecture, ça s'apprend très jeune, et on en a, une fois qu'on découvre le livre, voilà, ça change aussi la vie, l'apprentissage de la lecture à l'école. Donc les bibliothèques de rue, des universités populaires, c'est des endroits où des gens comme vous et moi rencontreront des gens qui vivent dans la précarité. Moi, c'est le lieu où je me suis formée à ATD. J'ai participé pendant 12 ans aux universités populaires, où j'ai préparé avec des familles en grande difficulté sur des thématiques très variées qui vont de l'école, l'éducation des enfants, l'apprentissage, l'accès à la santé. En ce moment, les universités populaires travaillent beaucoup sur la question de la COP21. Qu'est-ce que nous, finalement, on a à dire sur les questions environnementales et puis sur l'accueil des réfugiés, par exemple. L'intérêt, par exemple, des universités populaires, c'est que moi, ça m'a appris ce que ça veut dire de vivre dans la grande pauvreté. Ça m'a permis aussi de voir que des gens qui vivent en grande précarité ont des envies, des désirs, des choses à dire. Et sur ces familles qui vivent en grande précarité, quand ils ont réussi à prendre la parole en université populaire, où on est une centaine ou 150, ça dépend des groupes, et ben du coup, ils le disent eux-mêmes, ils arrivent à parler à l'instituteur à l'école, à parler au directeur d'école, à l'assistante sociale. Donc voilà, dans toute la partie, je dirais, donc accès à la culture, ce qu'on peut faire, et puis des festivals des arts et des savoirs l'été pendant les vacances scolaires. Toute une action autour de l'école. 120 000 jeunes sortent chaque année sans aucune qualification, et la plupart sont issus de familles qui vivent dans la très grande pauvreté. Donc il y a vraiment un lien entre les deux. C'est ce qui va conditionner après l'accès au travail. On a un siège au CESE, le Conseil économique, social et environnemental, et le dernier rapport qui a été fait par Marie-Hélène Grard, qui est vice-présidente du mouvement, est une école de la réussite pour tous, qui est allée chercher partout en France des exemples où l'école permettait la réussite de tous. Et une des choses qu'on défend, c'est la question de la place des parents dans cette école. Si les parents y ont accès, sont reconnus aussi dans leur savoir et pas simplement mis en échec, ils n'arrivent pas à accompagner leurs enfants, ça change l'apprentissage des enfants. Sur l'école, on est par exemple présent dans le quartier à Lille, dans le quartier de Fives, où on essaye justement d'organiser des rencontres entre des parents de différentes origines et des parents d'un quartier, solidaires entre eux, sur cette question de l'école et qu'est-ce que les parents ont à dire là-dessus et à changer. Donc la culture, l'école, on a un centre de promotion familiale à Noisy-le-Grand, c'est-à-dire un centre d'hébergement, mais où on accueille des familles. Et ce qu'on essaye de montrer dans ce centre d'hébergement, c'est que l'hébergement de courte durée, ça ne marche pas. Ça ne permet pas le relogement. Et que nous, du coup, on accueille les familles 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, le temps qui est nécessaire pour le relogement. Et on n'abandonnera jamais une famille qui n'arrive pas à trouver de relogement. Ce genre d'action nous permet après de dire qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la loi. C'est-à-dire de défendre cette idée qu'un centre d'hébergement où au bout de 6 mois on met les gens dehors, ce n'est pas une solution, il faut beaucoup plus de temps pour se reconstruire quand on a été cassé par la misère. On a aussi une entreprise d'insertion qui s'appelle TAE, Travailler et Apprendre Ensemble. Et cette entreprise d'insertion aussi nous a permis de dire que les contrats dans les entreprises d'insertion sont souvent des contrats de courte durée. Même chose, pour se reconstruire dans l'emploi, il faut du temps, il faut de la durée. Et je dirais ces deux-là, ces deux TAE qui est venue notre expérimentation de territoire zéro chômeur de longue durée dont je vais vous parler. Je vous l'ai dit au début, on se bat pour l'accès aux droits et on se bat pour que les politiques changent. On considère que la réalité du terrain, c'est que les plus pauvres n'ont pas accès aux mêmes droits que les autres
Et des choses qu'on a pu obtenir en se battant au niveau politique, c'est le RMI, qui est devenu le RSA après, même s'il est à un niveau pas suffisant pour vivre, hein, on est bien d'accord, mais au moins il n'y a pas rien. Donc le RMI, la CMU, la couverture maladie universelle, que personne ne soit exclu des soins, la loi contre les exclusions, 1998, qui donnait un cadre à cette lutte contre l'exclusion, la loi DALLO, on a fait partie des associations qui se sont battues pour le droit au logement opposable. Et donc, plus récemment, ce dont je voulais vous parler, c'est justement Territoire zéro chômeur de longue durée. De longue durée est partie de l'idée, donc la loi a été votée à l'Assemblée nationale, au Sénat, il y a eu quelques modifications, donc ça vient de repasser à l'Assemblée nationale il y a 2 jours. Ça passe au Sénat en début de semaine prochaine, et donc on aura des décrets d'application assez rapidement. L'idée, c'est que l'État dépense tous les ans 33 milliards d'euros à cause du chômage de longue durée. Alors, c'est évidemment pas ce que reçoivent les chômeurs de longue durée. Il y a un tiers qui sont ce que reçoivent les personnes qui sont souvent des minima sociaux, un tiers qui correspond à l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État en termes de cotisations sociales et en termes d'impôts, et un tiers qui correspond à des dépenses à plus long terme en termes de santé, entre autres, mais aussi des questions de violence. Ça veut dire 17 500 € par personne au chômage de longue durée. Nous, on dit, créons dans des territoires précis, des petits territoires, 4 000, 10 000 habitants, une entreprise à but d'emploi qui va embaucher l'ensemble de ces chômeurs de longue durée en CDI au SMIC. Donc on est tous d'accord pour dire que, en fait, il y a de l'argent, puisque de fait, le chômage de longue durée coûte cher. Il y a des gens qui sont évidemment prêts à travailler. Donc notre principe sur un territoire, c'est vraiment l'exhaustivité, l'ensemble des chômeurs de longue durée. On ne refusera personne dans ces entreprises à but d'emploi. Et en parallèle, il y a du travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emploi, mais il y a du travail qui serait utile à la société, mais qui n'a pas de valeur marchande suffisante. Il y a plein d'exemples dans le domaine de l'accompagnement à la personne, dans l'aide aux personnes âgées, dans l'aide à la petite enfance, dans les gardes d'enfants. Mais beaucoup de choses dans l'environnement, aménagement de jardins partagés, nettoyage de forêts, de rivières, des travaux qui ne sont pas faits, qui seraient vraiment utiles à la société, mais qui n'ont pas une valeur marchande suffisante. Donc, on a ce travail, on a des chômeurs de longue durée qui sont prêts à travailler et on a l'argent. Donc, on crée une entreprise à but d'emploi avec un comité local de pilotage qui va être constitué d'élus locaux, d'entreprises, d'artisans, commerçants, de syndicats présents sur le lieu, Pôle emploi, les associations. Ce comité de pilotage va être garant, d'une part, que les travaux sont réellement utiles à la société, qui vont être proposés à cette entreprise d'emploi, et qu'ils ne vont pas prendre du travail à des entreprises locales, parce qu'il ne s'agit pas de détruire des emplois. Cette expérimentation va se faire sur 10 territoires. Il y en a 5 qui ont déjà bien avancé, c'est-à-dire qui ont déjà créé le comité de pilotage, qui ont déjà vu quels étaient les chômeurs de longue durée prêts à travailler, qui ont déjà identifié les travaux. Et alors, ces territoires, de tête, c'est toujours très difficile à dire, mais il y en a un en Meurthe-et-Moselle, il y en a un dans la Nièvre, il y en a un en Ille-et-Vilaine, il y en a un à Jouques, pas très loin d'ici, hein, en PACA. J'en suis à 4, il m'en manque un. Les Deux-Sèvres, absolument, merci. Okay. Voilà. Et donc, et après, il y aura 5 autres territoires qui seront décidés par le fonds d'expérimentation. C'est les chômeurs de longue durée peuvent travailler. En fait, quand je vous ai dit, donc, l'État donnera 17 500 € à cette entreprise à but d'emploi. Pour qu'elle fonctionne, il suffit de compléter 10 000 € par personne. 12 ans, j'avais participé aux universités populaires où je me suis formée avec des familles du quart-monde, ce qu'on appelle chez nous des militants quart-monde, donc des gens qui ont connu la pauvreté. On accepte de dire dans ce mouvement qu'il y a des gens qui ont connu la pauvreté, il y a des gens comme moi qui ne l'ont pas connue. Et donc je me suis formée avec eux. Dans ces universités populaires, je leur ai certainement permis de mieux prendre la parole, de s'exprimer. Mais eux m'ont appris leurs conditions de vie, qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils souhaitaient. Et c'est pour ça qu'on parle de co-formation, on s'est formés ensemble. Et donc je me suis sentie pendant ces années-là bénévole de rien du tout. Et encore aujourd'hui, je me sens bénévole de rien du tout. Mais je suis alliée à une cause qui est la lutte contre la pauvreté. Alors ça peut paraître jargonnant, mais en fait c'est très important. Parce que du coup, avec des gens qui vivent dans la grande pauvreté, on essaie de se situer d'égal à égal. Eux ont des choses à m'apprendre. Et je peux vous dire que, là, le boulot de présidente, ça me prend quand même pas mal de temps. Mais j'apprends, nos bureaux d'orientation, nos lieux de réflexion dans le mouvement sont toujours avec des militants quart-monde. Et j'apprends à chaque fois quelque chose.
Mais c'est des alliés, des gens qui ont un travail et qui font ça en plus, des militants Carmonde qui connaissent ce que c'est que vivre dans la grande pauvreté, et des volontaires permanents qui, eux, s'engagent, c'est leur métier, qui donc travaillent à plein temps pour ATD Carmonde, et des gens d'horizons très très diverses. Et quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des gens qui, en gros, gagnent le SMIC. Ce qui veut dire qu'en gros, ils sont logés par le mouvement, souvent dans des quartiers, parce que l'intérêt, c'est d'avoir une présence dans les quartiers, et ils reçoivent une indemnité de 590 €. Donc, c'est des conditions de vie assez simples. On n'est pas une ONG qui rémunère ses salariés de façon exorbitante. Vous pouvez le voir. Et tout le monde touche le même salaire. La délégation nationale, en ce moment, ils sont 3 à la délégation nationale, donc ceux qui dirigent le mouvement sur la France, et payer la même chose qu'un jeune volontaire qui rentre. Ça vous va comme explication? C'est pas trop jargonnant? Parce qu'on est assez doué pour jargonner aussi, donc vous avez le droit de dire que c'est pas très clair. Alors, des donateurs, bien sûr, des financements quand même de l'État, mais pas suffisants, bien sûr, d'abord parce que les caisses de l'État sont pas bien pleines, mais par exemple, je peux vous donner un chiffre. Les actions qu'on mène autour de l'école pour favoriser la réussite de tous, finalement, nous coûtent plus de 500 000 € par an. On ne reçoit là-dessus, comme aide de l'État, que 30 000 €. On leur a dit ça. On est allé voir la ministre de l'Éducation nationale pour lui dire que ce n'était pas tout à fait normal. On n'a pas réussi à obtenir plus. Mais il y a des ministères où on obtient un peu plus, donc un peu d'argent de l'État, un peu des collectivités locales, mais ça ne nous a pas échappé qu'il y a beaucoup de départements et de régions qui sont plutôt dans la dèche, donc ça va plutôt en diminuant. Des donateurs. Beaucoup de donateurs, et puis des entreprises. On commence à aller chercher de l'argent dans les entreprises, ce qu'on n'était pas très habitué à faire, mais il faut qu'on s'y mette. Je vais vous présenter 2 livres. Si vous voulez en savoir un tout petit peu plus sur toute l'histoire du mouvement ATD Carmonde, quels sont les combats qu'on a obtenus, quand un peuple parle, décrit vraiment très très bien notre action depuis 1957. Et un deuxième livre dont je voulais vous parler, qui est En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté. On s'est aperçu autour de nous qu'il y avait beaucoup d'idées fausses, justement, sur les pauvres ne veulent pas travailler, les pauvres ne veulent pas ceci. Et là, on combat les idées fausses les unes après les autres. Et donc, tous ces livres seront disponibles, si vous le voulez, à la sortie. Et une dernière chose, je vous ai beaucoup dit qu'on cherchait à faire évoluer les politiques, mais on veut aussi que la société bouge. C'est-à-dire que nos politiques bougeront si la société est convaincue qu'on aurait tous à gagner de lutter contre la pauvreté et de ne pas avoir de misère en France, on vivrait tous mieux. Et c'est ça, quand on dit qu'on veut convaincre, c'est là-dessus, et on veut que des gens nous rejoignent, des alliés, donc, dans cette lutte contre la pauvreté. Nous avons à Aix-en-Provence ce que l'on appelle la lettre Tapori. Ça, Claire n'en a pas parlé, mais c'est en somme ATD pour les enfants. Hein. C'est donc mettre en relation les enfants entre eux, quel que soit leur milieu et quelle que soit l'expérience, qui est toujours très positive pour les enfants. Alors sur Nice, nous sommes présents dans une école qui, tout en étant plus ZEP, il y a quand même 17 nationalités différentes. Et donc c'est un travail qui se fait aussi bien à l'intérieur de l'école qu'avec les parents. Nous avons notre organisation autour du 17 octobre, qui est la journée mondiale de refus de la misère. Donc avec plusieurs types d'actions. Sur Marseille, c'est depuis plusieurs années avec d'autres associations, on travaille autour de réalisation de films, réalisés de bout en bout par les membres de ces associations. Et cette année, on a pu produire un film qui dure une vingtaine de minutes et qui s'intitule « C'est quoi le bonheur ?» Une maison de vacances à La Bise, où une famille peut partir en vacances et elle aura des vraies vacances, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas à s'occuper de toute l'intendance et tout, et elle pourra être pleinement avec ses enfants. Donc, en 2014, nous avons emmené une famille, et le travail après s'est poursuivi avec cette famille et d'autres. Mais comment êtes-vous répartis sur le territoire français? Alors, on dit qu'il y a une centaine de groupes locaux. Et après, si vous voulez créer un groupe local dans votre endroit, libre à vous. Mais je veux dire, avec ça, l'objectif n'est pas toujours de créer un groupe local. Quand on a une petite sœur comme 82 4000, ça nous va très bien. Il n'y a pas forcément besoin d'une petite sœur à cet endroit-là. Voilà. Plutôt d'une sœur d'alliés, d'autres alliés. Mais d'ailleurs, à mon avis, les gens de 82 4000 se sentent alliés à cette cause-là. Donc voilà, on a une centaine de groupes locaux.
Mais on a envie que plus de gens nous rejoignent dans ce partage d'idées et dans cette action. Donc, comme je viens d'un quartier assez difficile de Marseille, les bibliothèques de rue, ça m'a permis de rencontrer les personnes de ATD Carmonde. Donc, pour moi, l'alliance avec ATD Carmonde des 82 4000, c'est plus que formidable parce que d'une part, personnellement, ça nous fait découvrir un nouveau monde, en fait. On voit un environnement différent, la nature, la neige, le paysage, parce qu'on a l'habitude de voir à Marseille. Ensuite, c'est calme, tout est différent. En plus de ça, non seulement ils nous font découvrir des activités de montagne, le ski, les randonnées, etc., mais aussi ils nous font découvrir aussi leur savoir-vivre, leur savoir-faire. Ils partagent beaucoup de choses avec nous et c'est ce qui m'a touchée en fait pendant ces stages-là. L'envie de montrer ce qu'on sait faire, de partager toutes ces activités avec nous. C'est ce partage en fait qui m'a beaucoup plu, qui m'a donné envie de revenir chaque année encore une fois. Et au niveau professionnel aussi, j'ai pu faire grâce à cette rencontre un stage ici à Chantemer, en office de tourisme. Et oui, ça m'a permis aussi de découvrir aussi un nouveau monde aussi, hein, au niveau travail, c'était dans ma scolarité aussi. Mais voilà, ça nous permet de rencontrer énormément de gens, voilà, de faire une découverte différente. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Jasmine l'a très bien dit à l'instant, il y a finalement une générosité latente, j'ai envie de dire, dans la société dans laquelle on vit, et peut-être plus particulièrement dans le milieu montagnard ou de loisirs, parce que dans le loisir, on est souvent parti dans un métier de loisir parce qu'on a envie de partager sa passion. Et là, dans la vallée, particulièrement autour de Briançon, mais maintenant bien au-delà, on a eu cette chance eh bien, de croiser des personnes qui tout de suite nous ont dit moi je vais te donner du temps, moi je vais aller en montagne, ou je vais vous prêter du matériel, on va vous faire accéder aux remontées mécaniques, etc. etc. Et c'est ça qui nous a finalement mis la puce à l'oreille pour se dire au départ, finalement c'est pas une idée farfelue, c'est un vrai projet et qui va même au-delà de ce que nous, on peut en percevoir. C'est quelque chose qui va être signifiant pour la société dans laquelle on vit. Et c'est la raison pour laquelle on s'entend si bien, je crois, avec ATD Carmonde, parce que tu as tout dit par rapport à la défense du droit au loisir. Et effectivement, on a tous une expérience fondatrice dans notre vie. Enfin, je parle des gens qui ont découvert la montagne. Une expérience fondatrice qui fait que ce souvenir de ce sommet, de ce col, de cette rencontre dans la montagne, a orienté notre vie de façon extrêmement forte. Et nous a construit, nous a aidé toute notre vie. C'est une expérience qui, pour moi, est très importante parce que la dimension spirituelle, comme le savent certains ici, est pour moi importante. L'élévation de notre nature humaine. Une personne, un chef de très grande entreprise, j'avais été très ému de partager une course en montagne avec lui quand j'étais tout petit. Et un jour, il m'a invité, c'était il n'y a pas très longtemps, dans son bureau au 42e étage d'une grande tour. Truc très impressionnant, des choses qu'on voit que dans les films. Et j'ai eu la surprise de voir que dans son bureau, il y avait une photo. C'était la photo du sommet qu'on avait fait ensemble. Et il m'a dit, tous les jours de ma vie, je repense à ce jour-là et ça m'aide à avoir les pieds sur terre. Alors, on le vit concrètement avec des stages, comme vous avez compris. Des centaines, maintenant, on peut le dire, de jeunes qui sont venus avec nous, puisqu'on a dépassé les 1000 journées de montagne. On le vit aussi avec des jeunes qui se sont passionnés, parce qu'on s'y attendait quand même, hein, qu'il y ait des jeunes, des moins jeunes qui se passionnent et qui veuillent se former à la montagne, découvrir, progresser. C'est le cas de Jasmine. Et c'est comme ça qu'on a fait notre 17 octobre cette année. Nous, on s'est dit, comment dire que la société s'ampute d'œil, de bras, de cœur, à chaque fois qu'une personne ne peut pas développer véritablement toutes ses capacités. Comment le dire? Nous, on s'est dit, on va monter sur un 4000, on est monté sur le breakdown avec des jeunes manouches sédentarisés de la région nord de Paris qui, lorsqu'on les avait emmenés la première fois, n'avaient jamais été en montagne, alors encore moins en haute montagne. Et puis donc on participe à l'idée d'ATD qui est que la société a besoin d'évoluer en faisant ces stages de montagne
on a découvert qu'on croisait nos regards. On croisait nos regards avec Jasmine et que si elle a très bien dit tout ce qu'elle avait reçu, eh bien, nous recevons à chaque fois de façon extraordinaire. Et ça nous a amené à dire qu'il fallait partager ça avec toute la société autant que possible. Et donc là, cette année, on était aux journées ATD Quart Monde à Montreuil pour une table ronde sur le droit au loisir. Et donc non pas l'année prochaine, en 2016, le 5 novembre, à côté de Grenoble, on vous invitera à participer à des rencontres qui s'appelleront les rencontres de la montagne partagée. Au cours de cette rencontre, il y aura des interlocuteurs de tout milieu, vous en doutez, depuis des intellectuels qui pensent la société de demain, des politiques, des gens qui sont impliqués dans la vie sociale et qui seront venus de quartiers divers, qui auront participé à nos stages.